Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano, développeur front-end, et je co-anime ce podcast avec Denis Souron. Bonjour à toi Denis. Bonjour à toi Benjamin. Bon, je vais juste rappeler que je suis un développeur front-end voilà, depuis plusieurs années déjà. Et puis on est là pour discuter d'un sujet très intéressant. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on va parler de TypeScript et plus particulièrement on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'on a besoin de TypeScript en 2021 ? Et pour commencer, je vais te poser une question. Quelle est ta relation avec TypeScript ? Déjà, je pense que c'est un incontournable. On parle de front-end. Qui dit front-end dit forcément à un moment ou un autre JavaScript. Et aujourd'hui, JavaScript, on arrive très vite aussi à la problématique de TypeScript. Ok, il y a plein d'autres thématiques, mais je pense que TypeScript, au moins en termes de sujet, est un incontournable. Et on en parle très tôt dans notre série de podcasts, mais je pense honnêtement qu'il risque de revenir. Alors, il faut savoir qu'au départ de TypeScript, on a Microsoft et qu'il a été imaginé par le créateur du langage C#, Anders Hejlsberg, dans le but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Comment il a réussi à proposer ça ? Vous l'aurez sans doute compris dans le nom du langage, en ajoutant notamment un système de typage strict optionnel. Au passage, le slogan de TypeScript est le suivant, Typed JavaScript at any scale, et en bon français, ça donne JavaScript typé à n'importe quelle échelle. Vous ferez ce que vous voulez de cette traduction. Alors oui, même si le slogan, en fait, moi je le trouve assez correct. C'est sûr qu'il est un peu mieux depuis qu'ils ont rajouté le mot typage. Mais je préfère plutôt le leitmotiv, le pourquoi en fait de TypeScript, parce que lui je le trouve beaucoup plus parlant et c'est Microsoft qui le donne quand il parlait justement de la genèse de ce langage-là. Il voulait, la problématique principale, c'est sécuriser la production de JavaScript. En prenant déjà cette phrase-là, on change déjà la problématique. On n'est pas forcément sur une problématique de typage, on n'est pas non plus sur une problématique d'échelle, on est sur une problématique qui est globale. Aujourd'hui, on doit produire des applications en JavaScript, que ce soit du web, du Node.js ou alors même des applications packagées dans de l'Electron ou peu importe. Et on sait aussi tous les désagréments que peut avoir JavaScript. Et donc, du coup, comment on sécurise notre production ? Justement, TypeScript y répond avec un certain nombre d'éléments, le typage, les transformations d'une version à une autre de JavaScript, etc. Mais voilà, moi je trouve que leur slogan, voilà, il est un peu aguicheur, mais du marketing derrière. Voilà, ouais, c'est du marketing plutôt que ce que ça fait. Et moi, je préfère vraiment l'aspect sécurisation de la production de code JavaScript, qui est beaucoup plus parlant en fait. Alors, ce qui est intéressant, tu as parlé du typage, même j'en ai parlé juste avant. Quand je me suis mis du coup à TypeScript, l'une des premières choses où j'étais justement réfractaire, c'est le côté forcé à typer une variable. Parce que bon, historiquement, on a quand même des types en JavaScript, mais on est typé dynamiquement. C'est-à-dire que si je mets un string dans une variable, c'est du string, et puis derrière, si j'affecte un number, par exemple, ça deviendra un number. Et c'est ça, en fait, où tu dis, je pense, sécuriser derrière la production, et tu vas plutôt vouloir verrouiller ce système-là à ne pas avoir un typage dynamique, mais plus un typage statique. Alors après, est-ce que toi, tu l'as eu, ce côté un peu réfractaire à faire ça, justement ? Alors, moi, peut-être un peu moins. Je pense que ce qui m'a aussi aidé à accepter ce fonctionnement, on parlait justement du typage qui est déjà dynamique, etc. en JavaScript et qui apporte 2-3 éléments. Là où je le trouvais très, très limitant, c'était sur la gestion des objets. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir un string, on peut avoir un number, on peut avoir un tableau. On peut avoir un tableau de numbers sur lesquels on va pouvoir savoir quels sont nos types. Par contre, sur nos objets, on va être tout de suite limité sur quand on va comparer les structures de nos objets. Et c'est là où ça devient un peu plus problématique. C'est si j'ai un tableau, par exemple, qui peut contenir différents types d'objets. C'est la liste de mes modales, par exemple, qui sont chargées.
Et ben, si je veux savoir quel modal est chargé à la 3e case de mon tableau, et ben, ça devient tout de suite des vérifications qui sont assez compliquées, assez fastidieuses. Toute cette problématique de typage d'objets, et ben, en fait, là, on voit tout de suite que le typage de JavaScript est beaucoup trop faible pour ça, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites de façon, on va dire, statique, même si ce n'est pas du vrai statique où on l'entend dans du Java ou des langages qui sont fortement typés. Mais on va avoir quand même, grâce à cette compilation et à cette vérification statique, rien que dans notre IDE, des indications comme quoi, attention, ce qu'on fait, ça n'a pas l'air d'être très net, même si après, on va le voir et je pense qu'on va en parler du typage en any, par exemple. Voilà, il y a quand même un avantage à avoir ces types. Ça uniformise en fait ce qu'on partage, les classes, les choses comme ça. D'ailleurs, avant le boom du TypeScript et depuis le lancement de S6, on a la possibilité de faire des classes en JavaScript. Et cet ajout a quand même pas mal aidé à avoir des applications modernes en JavaScript. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, et je me suis fait un avis là-dessus, c'est que les classes sont juste du sucre syntaxique pour en fait avoir un héritage prototypal. Et on a finalement pour déclarer une classe, et on le voit lors d'une transpilation de TypeScript vers JavaScript quand on veut cibler en ES5, qu'au final, on simule une classe en faisant une fonction et un prototype de fonction. Mais je pense qu'on en reparlera encore un petit peu après. Là, je suis trop en avance de phase pour décrire des trucs. Il faut dire aussi que TypeScript, c'est un surensemble à JavaScript. Vous prenez votre JavaScript, vous le mettez dans un environnement TypeScript, ça va fonctionner. Ouais. Et puis, autrement, d'autres petites joyeusetés, de la même manière que si on fait du JavaScript sans le mode strict, on a aussi à peu près pas l'équivalent, mais des règles qui se comportent à peu près pareil pour le TypeScript, où on va avoir des vérifications renforcées sur est-ce qu'on manipule des variables qui peuvent être nulles ou pas. Et du coup, c'est ce qui peut faire que, en prenant naïvement votre code JavaScript et en essayant de l'exécuter dans du TypeScript, ça ne va pas marcher. Mais voilà, c'est des petites broutilles et bien sûr, on peut enlever ces vérifications si on veut exécuter le JavaScript directement. Alors, on va résumer un tout petit peu les fonctionnalités de TypeScript. Et la première chose qu'on a en TypeScript, c'est la transpilation. Alors, la transpilation, peut-être qu'on utilisera transpilation et compilation de façon interchangeable dans ce podcast avec Denis. C'est pour parler de la même chose, c'est qu'en fait, une transpilation, c'est une compilation dans la même base de langage. L'avantage de la transpilation, c'est qu'on va pouvoir choisir en fait la version de JavaScript sur laquelle on souhaite s'appuyer derrière et exécuter dans le navigateur. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier que derrière, on exécute aujourd'hui toujours du JavaScript. Surtout qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de problématiques de navigateurs. Pas tant au niveau des utilisateurs comme nous, en tant que développeurs. C'est-à-dire que nous, on va se brancher sur plusieurs navigateurs et puis on aura essentiellement des navigateurs qui sont à jour. Mais ce n'est pas forcément le cas de la population de manière générale. Même si certains utilisateurs sont très consciencieux sur le sujet, on a encore beaucoup de problématiques, pas forcément individuelles, mais plus peut-être des contextes projets, voilà, des DSI qui fixent les versions. Donc si on a une application cible qui est en cercle fermé dans l'entreprise et qui doit cibler aussi de l'Internet Explorer, ça existe toujours. On est obligé de se poser la question de qu'est-ce qu'on livre comme JavaScript. Et qu'est-ce qu'on cible, effectivement. Voilà. Et puis après, plus précisément, on peut avoir aussi des navigateurs sur mobile qui sont un peu plus en retard sur les versions. Voilà, on pense à des Samsung Browser, à des Safari par exemple, qui peuvent être un peu taquins sur les versions d'ECMAScript et puis sur les fonctionnalités. Tu parles vraiment des browsers du coup dans l'embarqué, parce que là c'est vrai que tu parles des smartphones, je suppose, ou des tablettes. Oui. Mais il ne faut pas oublier que certains périphériques embarqués, je pense par exemple à des tableaux de bord de voiture, des fois embarquent aussi des navigateurs, des vieux navigateurs. Et savoir est-ce que notre application doit être supportée sur ce type de périphérique particulier, et voilà, c'est aussi une bonne question à se poser. Tu parlais de DSI, de parc informatique. Typiquement, on a un client demain qui nous demande une application de gestion pour lui, pour son entreprise. Voilà, la première question à se poser, c'est quoi votre parc informatique et c'est quoi votre cible? C'est quoi le navigateur qui est installé par défaut? Est-ce qu'on doit embarquer dans un Electron, par exemple? C'est des choses qui vont déterminer vraiment, des fois même jusqu'au choix du framework. Et justement, du coup, la question d'Electron, je trouve que c'est une assez bonne réponse. Bon, je dérive un tout petit peu, hein, mais ça permet aussi de s'affranchir
et de forcer le navigateur à l'utilisateur, mais de manière indirecte, quoi. Donc on aura un Chromium et voilà. Donc nous, on a tout le confort de dev. Et voilà, mais fin de la parenthèse. Et pour revenir sur IE11, tu parlais tout à l'heure, IE11, ça date quand même de 17 octobre 2013. On est en 2021. Voilà. Sachant que le web évolue très vite, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... d'ailleurs, même là, comme tu le disais tout à l'heure, Angular, IE11 n'est pas pleinement supporté aujourd'hui. Ils ont abonné quand même au fur et à mesure tout un package de polyfills, parce que pour émuler des méthodes très spécifiques de JavaScript dans ce navigateur, voilà, ça commençait vraiment à être très très lourd. Et pour revenir un petit peu sur TypeScript, on a du coup un système de typage qui va nous permettre de profiter d'une belle autocomplétion dans notre IDE, et ça accélère aussi quand même grandement le confort de développement. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une des principales raisons de l'adoption de TypeScript pour moi. Et sans utiliser directement TypeScript dans nos applications, on va déjà pouvoir profiter du fait que TypeScript a été mis en place dans plein d'endroits, notamment pour tous les éléments de navigateur, tous les éléments Node, et puis toutes les librairies aussi qui utilisent ou qui sont développées en TypeScript, ou alors qui ont mis une documentation TypeScript. On reviendra peut-être plus tard sur la documentation. Effectivement, même si des bibliothèques n'exportent pas leur type, ce qui peut arriver sur des bibliothèques empiriques de JavaScript, soit le projet à côté va sortir un @types qui va nous permettre, nous, d'injecter ce système de typage dans notre projet, ou bien il y a même, j'ai vu, des projets pas amateurs, mais presque collaboratifs en tout cas, qui ne sont pas supportés par le projet principal, qui va lui proposer aussi des systèmes de type. Voilà, c'était pour un petit peu compléter ce que tu disais juste avant. Donc là, je pense qu'on a vu les deux principales fonctionnalités de TypeScript par rapport à JavaScript. Donc le premier, c'était de transpiler, de transformer dans une version spécifique de JavaScript. Le deuxième, c'est évidemment le typage statique, qui n'était pas disponible en JavaScript. Donc je propose qu'on passe à la suite, et notamment à est-ce que c'est important d'avoir du TypeScript aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a besoin en 2021 ? Si on regarde les gros projets front-end aujourd'hui, si on reprend Angular, c'est un peu lui qui l'a vraiment propulsé, popularisé. Alors c'est vrai qu'en lançant Angular 2 à l'époque, ils avaient énoncé qu'on pourrait faire du JavaScript en ES5, qu'on allait pouvoir faire du TypeScript et qu'on allait pouvoir faire du Dart. Dart, c'est le JavaScript de Google, j'ai jamais mis les pieds dedans. Et aujourd'hui, vous trouverez que de la doc sur du TypeScript. Donc forcément, le panel de développeurs qui souhaitent faire de l'Angular a forcément été obligé d'apprendre TypeScript pour pouvoir appréhender le framework. Et le fait de proposer sa doc avec un seul langage va forcément pousser l'adoption au plus grand nombre, en tout cas à tous ceux qui veulent appréhender le framework. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, Denis, si tu as commencé par faire de l'ES5 dessus. Je m'y suis pas risqué, et de toute façon, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu un shift et que bizarrement, les autres options ont toutes été retirées. Ça veut peut-être dire que c'était peut-être moins intéressant que ce qui est proposé aujourd'hui avec TypeScript. Et évidemment, on parle d'Angular, mais les autres frameworks ne sont pas à la traîne non plus. On a depuis un bon moment déjà en React la possibilité de faire une petite adaptation du coup qui se nomme le TSX. Oui. Donc l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir du TypeScript et mélangé avec le JSX. Donc le JSX, pour rappel, c'est juste un surensemble aussi de JavaScript qui permet de mélanger de la syntaxe de DOM et de JavaScript en même temps. Entièrement d'accord. Donc du coup, on a la possibilité de faire du TSX. Donc en plus, c'est plutôt bien intégré. Et puis on a du typage dans nos éléments HTML. Donc c'est vraiment cool. Au niveau de Vue, depuis Vue 2, alors je ne veux pas dire de bêtises pour Vue 1, donc je ne vais pas m'avancer, mais depuis Vue 2, on peut utiliser du TypeScript sur nos applications, des applications professionnelles, etc. Et ça se passe très très bien. Et en Vue 3, il y a carrément eu aussi un shift, c'est-à-dire qu'on a réécrit tout le framework en TypeScript. Ça permet de générer beaucoup plus facilement aussi tout le tooling, la documentation, etc., qui pourrait aller avec TypeScript. Donc l'intégration est beaucoup plus forte.
Et sinon, une petite surprise aussi pour la fin, on va parler de Svelte. On reste sur les 4 principaux frameworks. N'hésitez pas à nous proposer d'autres frameworks si vous en avez. Mais c'est vrai que nous, on s'attache pour l'instant à ces 4-là. Svelte, assez surprenant aussi, parce que la syntaxe qui était vraiment particulière, je ne voyais pas comment pouvait émerger TypeScript de leur fonctionnement, parce que faut savoir que Svelte, il fonctionne avec un langage qui est propre à Svelte, c'est pas du JavaScript, et du coup, c'est des instructions qui sont transformées, etc. En voyant ça, je me suis dit que intégrer TypeScript, ça allait être un boulot monstrueux. Bon, ils m'ont donné tort, tant mieux, parce que c'était un des défauts que je trouvais à Svelte, c'est qu'il n'y avait pas TypeScript, quoi. Et puis, bien sûr, ça c'est plus pour la partie front-end, mais il y a aussi l'aspect un peu back-end avec du Node, où TypeScript est aussi libérateur. On a moins la contrainte de la version d'ECMAScript, mais par contre, on a le typage, voilà, tous les éléments de Node déjà qui sont bien typés, donc l'autocomplétion, le typage et toutes les gotchas en fait sur Node en fait. Et là, ça nous aide bien. Donc on peut reconnaître que effectivement sur ces 4 gros frameworks, on a un revirement sur du TypeScript en fait. C'est-à-dire que y a quand même des gens qui y croient. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Maintenant qu'on est habitué à être dans un environnement TypeScript avec tout ce qu'il y a, quand on essaye un autre framework où il n'y a pas de TypeScript, il y a tout de suite un sentiment de rejet de ma part. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Denis, mais typiquement, Vue.js en Vue 2, il y avait vraiment la façon de faire en JavaScript, la façon de faire en TypeScript. Il y avait quand même 2 petites différences, hein. On voyait quand même à l'aspect des composants et des choses comme ça, ce qui n'arrive plus en Vue 3. Et rien que ça, j'ai été tout de suite en mode non, je ne veux pas essayer. S'il n'y a pas de TypeScript, je vois pas pourquoi c'est un framework qui peut scale et qui peut. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus l'environnement, le côté sexy de TypeScript, avec les types, le fait que ton IDE il va pouvoir t'aider, c'est compliqué de trouver des avantages à un framework aussi bien soit-il. En tout cas, pour moi, peut-être que j'ai trop l'esprit prod, trop l'esprit. J'ai toute l'équipe qui va bosser dessus, enfin, je sais pas. Oui. Moi, j'ai pas eu forcément cette mécanique plus de rejet, mais j'ai eu un sentiment qui est au final assez proche. C'était plutôt de me dire, est-ce qu'on peut le mettre et chercher à le mettre le plus possible, quoi. C'est-à-dire, les seules fois où je me suis essayé à React, j'ai tout de suite pris du TSX, sans me poser la question de faire du JSX. C'est-à-dire que même en suivant les premiers éléments pour apprendre React, j'avais déjà configuré mon environnement pour faire du TSX. Et puis pour Vue, c'est quasiment la même chose, quoi. Quasiment la même chose. C'est je m'essaye vite fait et puis j'essaye de mettre TypeScript le plus vite possible. C'est exactement ce que j'avais fait moi quand TypeScript n'était pas encore très très bien géré dans l'environnement Node.js. C'était de mettre un environnement qui puisse me faire de la transpilation dans un dossier. Voilà, mettre mon JS, c'est très bien, ça me produit du JavaScript. Moi, je veux coder en TypeScript aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que ça m'est arrivé sur un projet de mettre vraiment... là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de lancer les projets en TypeScript. Vu l'engouement, on en a parlé avec les 4 gros frameworks. Mais là, effectivement, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous mettre TypeScript tellement dans la tête que dès qu'on veut faire vraiment du JavaScript pur, on se pose la question de « Ok, il y a du JavaScript, mais comment on fait du TypeScript avec ?» Ce qu'apporte aussi TypeScript aussi, c'est au final ce qui nous enlève en termes de problématiques. Des choses toutes bêtes auxquelles on ne pense plus quand on fait du TypeScript et qu'on est tunnel vision dans notre framework. C'est les imports avec les modules. Du coup, la version de JavaScript qu'on va pouvoir utiliser, les histoires de CommonJS. Voilà. Donc ça, c'est les fameux fichiers MJS. Sinon, je pense que ça peut rappeler quelques situations problématiques parmi ceux qui s'y sont frottés. Pour donner un petit peu plus de détails sur ça, c'est que TypeScript, il va vous abstraire, il va vous dire, voilà, vous voulez importer quelque chose, vous utilisez import votre librairie, from où elle se trouve, et derrière, vous avez possibilité de configurer pour que ça devienne un require. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça nous abstrait jusqu'au système de modules et d'import. Et ça, c'est comme le confort. Et du coup, on retrouve encore le fait de, si on est sur un projet purement JavaScript, comment on met du TypeScript ? Parce que ça permet d'avoir vraiment une uniformisation
aussi des pratiques, cadre de travail, pratique, typage. Voilà, petit à petit, on donne encore plus d'avantages, mais on va parler des désavantages tout à l'heure, des inconvénients. Mais avant toute chose, on va essayer de parler d'un concurrent, ou en tout cas quelque chose qui existait un peu avant TypeScript. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Babel, Denis, mais moi, de ce que j'ai compris, en fait, ça permet de faire du JavaScript du futur, entre guillemets. C'est-à-dire que si, imaginons que vous ciblez un parc de navigateurs qui soit compatible que ES6, mais que vous souhaitez utiliser des fonctionnalités qui sortent en ES8, eh bien, grâce à Babel, vous allez pouvoir taper votre code comme si vous tapez le ES8, et derrière, il va vous transformer votre code pour qu'il soit compatible en ES6. Voilà. Est-ce que je me trompe, Denis? Je pense que ça te parle un petit peu, Babel. Ouais, comme toi, je suis pas forcément trop connaisseur de Babel. Je l'ai faiblement utilisé. Je partage les objectifs de Babel qui permettent justement de s'affranchir un peu de la version du navigateur. Donc une des problématiques qui est résolue aussi par TypeScript, on parlera peut-être au moment des inconvénients, mais comme TypeScript et Babel font pas forcément bon ménage, ça peut fonctionner les deux en même temps, mais comme ils essayent de résoudre plus ou moins la même problématique, et que j'étais pleinement satisfait de TypeScript, j'ai jamais eu trop l'occasion de me frotter à Babel. Le mérite quand même qu'a Babel, alors pas vis-à-vis de TypeScript, mais en lui-même, c'est aussi de fournir, si on prend un peu plus de hauteur sur des visions multi-projets ou des plus grosses entreprises, on peut fournir un environnement JavaScript à beaucoup de gens, à nos employés, avec les mêmes standards, c'est-à-dire on va utiliser la dernière version de JavaScript et tout ça, mais j'avoue que c'est un élément qui est aussi proposé par TypeScript, donc je ne me suis pas forcément plus penché que ça sur la question. On a encore une fois la possibilité de configurer votre environnement TypeScript en changeant le compilateur TypeScript par Babel. C'est-à-dire que même si vous utilisez un environnement TypeScript, vous avez la possibilité de déléguer cette transpilation par Babel. Donc c'est aussi possible de le faire pour ceux qui ont des affinités particulières avec Babel. Il fut un temps dans ma carrière de jeune développeur où sur un projet en AngularJS avec une dizaine de développeurs, je souhaitais pousser un petit peu, notre type c'était ES5, mais pousser de l'ES6 un petit peu dans nos devs. Donc le moyen simple, entre guillemets, c'est de configurer un Babel qui va transpiler des choses. Donc j'avais vraiment fait un POC et tout, et je me rappellerai toujours que le responsable technique de l'époque m'a dit « Non, ça sert à rien que tu le fasses, ça ne va intéresser personne. » Donc dommage pour lui, dommage pour le projet, et dommage pour les autres devs. C'est quand même fou d'avoir cette mentalité-là. Alors pour continuer, on va parler un petit peu de Flow, F-L-O-W, qui est un static type checker pour JavaScript, ou un vérificateur de type statique en bon français. C'est un peu ce que fait déjà TypeScript, à la différence près que lui n'est pas un langage de programmation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Denis ? Globalement, Flow, on va pas se mentir, c'est pas très utilisé, pas très répandu, et il y a des raisons pour ça. C'est supporté par assez peu d'éditeurs. On n'a pas d'erreur à la compilation. Du coup, on n'a pas non plus d'autocomplétion parce que les éditeurs ne l'intègrent pas. C'est limité au framework React. Les contextes d'utilisation sont tellement restreints que Flow ne peut pas conquérir beaucoup de projets, quoi. Donc pas super recommandable. Voilà, même si vous pourriez être tenté par le combo qui existe, Babel plus Flow, du coup, pour essayer de remplacer intégralement TypeScript. Globalement, c'est plus la partie Flow qui va pêcher. Et autant Babel, il n'y a pas de souci avec, c'est-à-dire que c'est un concurrent très solide, au moins sur la partie de transpilation. Autant le combo Babel-Flow, il pêche vraiment sur ses fonctionnalités globales. Et puis, on se retrouve aussi avec deux éléments à la place d'un. Alors, je pense qu'on a fait un petit tour depuis tout à l'heure des avantages qu'on leur voit. Mais qu'est-ce qu'on a aussi en inconvénient ? Parce qu'on en a quand même quelques-uns. Moi, j'en ai recensé quelques-uns quand même. Certains qui sont juste des petits désagréments et d'autres qui vont quand même impacter notre manière de faire. Je propose de commencer. Je t'en prie. Avec TypeScript, peut-être c'est une déformation professionnelle que j'ai eue vis-à-vis de l'aspect transpilation. C'est que je me suis dit, c'est magique, on peut faire du cross-navigateur avec toutes les compatibilités qu'on veut et tout ça.
Et en fait, on en est loin, même si TypeScript nous aide beaucoup. Il va nous aider sur la partie JavaScript, mais il y a des éléments sur lesquels il ne va pas du tout répondre. Il y a une partie de l'API de DOM, par exemple, qui n'est pas la même suivant les navigateurs, et TypeScript ne va pas nous aider. Ce qui va nous aider, ce sera plutôt des polyfills qu'on va pouvoir intégrer dans notre application. Passons à un autre inconvénient, et on va parler du typage, et en particulier du type any. Alors en fait, ce type particulier indique que la variable peut recevoir finalement n'importe quel type. Alors du coup, en faisant ça, vous faites sauter totalement le principe de base de TypeScript. Alors oui, peut-être que dans certains cas, vous en aurez besoin. C'est utile par exemple si vous communiquez avec une API un peu volatile qui pourrait vous renvoyer plusieurs types différents en fonction de ce que vous lui demandez. Et encore, moi je dirais que dans ce cas-là, on pourrait faire tout simplement une union de types. Oui. Ce qui ressort, c'est vraiment l'aspect typage fort, mais optionnel. Et voilà, il s'explique dans certains cas. Globalement, on fait aussi beaucoup de gestion d'événements. Des fois, on n'a aucune idée de quelles données on va recevoir, de la structure, etc. Soit parce qu'on a un très haut niveau d'abstraction, soit parce que tout simplement, on n'a aucune idée de la librairie, de qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc, on est obligé de s'y résoudre. Même, j'ai envie de dire autrement, le typage TypeScript, là où il peut être vraiment dangereux, c'est que si on se trompe de type, c'est-à-dire que quand on va décrire notre interface, etc., on va la renseigner comme nous, on considère qu'elle va être, mais au final, on peut aussi faire des erreurs. C'est-à-dire que on a une librairie qui est faiblement typée, ou voire pas du tout, parce qu'ils n'ont pas prévu de typage. Nous, on se dit qu'on va la typer pour, après, avoir de l'autocomplétion et pas mal d'aisance et de vérification dans notre saisie, dans notre application. On ne le verra pas venir, et puis ça va casser au dernier moment, quoi. Et donc, du coup, même si on essaye de mettre en place des bonnes pratiques, c'est-à-dire P au maximum, etc., on peut quand même tomber sur des cas où c'est problématique, même si nous, on fait du TypeScript. Les librairies qu'on va importer, c'est pas forcément du TypeScript. Ou alors, tout le monde, tout simplement, ne joue pas le jeu. Et c'est peut-être, je dirais, un des plus gros défauts de TypeScript, c'est que comme tout le monde ne joue pas le jeu, tout le monde peut dicter les règles. Et tu as dit quelque chose de très juste, et j'avais pas pensé, effectivement, si c'est une lib qui est pas chez toi, tout simplement, qui est pas typée, tu vas essayer de deviner les types, c'est ça que tu disais. Oui. Mais par contre, il y a aussi autre chose, c'est que même si on met des types, il n'y a aucune garantie que ça soit réellement ce type-là au final. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, on fait de la transpilation, c'est du JavaScript qui est exécuté, et sur le JavaScript, il n'y a pas de vérification de type. Non. Et à l'exécution, il n'y a aucune vérification de type. C'est-à-dire qu'un mauvais type n'est pas problématique à l'exécution. Et c'est la base du JavaScript. On est sur un typage dynamique. Et ça me permet d'enchaîner justement sur une autre problématique, c'est que, on vient tout juste d'en parler, c'est la compilation finalement. C'est-à-dire qu'on est toujours en mode, on produit du JavaScript, donc ce qu'on tape réellement, c'est pas forcément ce qui va être derrière recréé, et ce qu'on tape n'est pas exécuté dans le navigateur. Un dernier inconvénient, en tout cas pour moi, c'est que longtemps, en fait, on s'est traîné avec un linter spécifique à TypeScript, qui était TSLint, qui a été déprécié depuis 2 ans, je crois. Finalement, TypeScript, aujourd'hui, c'est quand même utilisé dans de très nombreux projets. Et il y a un projet qui est assez connu à côté, qui est un linter, c'est ESLint. Et je trouve qu'ils ont mis énormément de temps à se mettre d'accord pour qu'il y ait au moins de la possibilité de faire du linter avec TypeScript. Et on avait vraiment le linter TSLint qui était très spécifique avec ça, quoi. Ouais, c'est un point qu'on a évoqué dans le podcast d'avant. La problématique du linting, c'est aujourd'hui un élément qui est indispensable pour un environnement de développement. De la même manière que quand on veut faire des applications assez conséquentes dans un milieu professionnel, on recommande quand même l'usage d'un framework. Le linter, il est aussi indispensable, j'ai envie de dire. Quand on maîtrise tout le scope de l'application, qu'on a écrit le code tout seul, ou voilà, c'est pas forcément problématique. On voit à peu près ce qui se passe dès qu'on commence à ajouter des librairies, dès qu'on commence à travailler avec d'autres personnes, etc. Ça devient en fait une responsabilité professionnelle aussi de fournir aux autres un code de qualité. Et le linting est un des moyens, en tout cas, d'avoir du code de qualité. Et donc, pour moi, c'est indispensable qu'il y en ait un. Et c'est vrai que cette transition a été anormalement longue, j'ai trouvé. Oui. Et autant on a parlé plutôt des concurrents à TypeScript,
autant les concurrents à TSLint, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, on bascule sur ESLint, on n'a pas forcément la récupération de toutes les règles, mais on en a une bonne partie. Et voilà, c'est plus une convergence aussi des milieux entre JavaScript et TypeScript. Mais je pense que ça, tu vas nous en parler, Benjamin. La convergence des milieux, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sur des projets comme Angular, parce que encore une fois, c'est Angular qui a propulsé TypeScript, c'est aussi lui, comme on l'a expliqué dans le podcast précédent, que Angular vient avec un choix prédéfini de librairie et de configuration. On parle aussi de configuration TypeScript, et donc par défaut, pendant très longtemps, on avait un TS config, avec TS config pour la configuration du projet, mais surtout un TSLint, directement avec des règles préfaites pour un projet Angular. Donc forcément, si on est là sur des projets Angular et qu'on souhaite passer sur de l'ESLint, il y avait très peu de choses qui nous permettaient de le faire de façon totalement transparente. Voilà. C'est possible de le faire toujours. Quand on est très bon dans notre domaine, on peut se débrouiller, mais c'est pas standard. Et le problème, c'est que sur des projets professionnels sérieux, faut qu'il y ait une standardisation, faut qu'il y ait quelque chose qui fait que des développeurs qui rentrent puissent comprendre ce qu'on fait. Et donc, excellente transition. En parlant de standard, le standard sur lequel repose JavaScript s'appelle ECMAScript. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de ES6, ES8. Finalement, on peut aussi parler de ES 2015, ES 2016. Je ne sais plus où on en est au niveau de la nomenclature, mais en tout cas, j'essaie d'adopter les deux pour bien faire comprendre à mon public de quoi je parle. On a, depuis 2015, un nouveau standard qui sort chaque année, qui s'appelle l'ECMAScript plus la version de l'ECMAScript, apportant un lot de nouvelles fonctionnalités à implémenter en JavaScript. Autant en 2015, là où Angular a commencé à prendre son essor avec TypeScript, on y voyait vraiment un avantage d'avoir du TypeScript, puisque y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas encore implémentés en JavaScript. Et plus les années passent, plus l'ECMAScript intègre des choses qui étaient faites et bien faites dans TypeScript. On a vraiment une influence de TypeScript sur l'ECMAScript et donc sur JavaScript. Et est-ce que toi, tu la ressens, cette convergence dans la force, Denis, entre TypeScript et JavaScript ? Alors, convergence, oui et non. Il y a des éléments qui sont intéressants à voir. C'est les écarts entre JavaScript et TypeScript qui diminuent au moins sur les fonctionnalités du langage. Je ne parle pas évidemment de toute la dimension de typage qui n'est toujours pas prévue pour JavaScript, mais je parle plutôt des nouvelles syntaxes, le chaînage optionnel ou les nouvelles utilisations des classes, etc. Là où TypeScript du coup a été très très intéressant il y a quelques années de ça, parce qu'il prenait de l'avance, mais vraiment beaucoup d'avance par rapport au standard. Aujourd'hui, en fait, cette avance, elle est assez faible. On a peu de fonctionnalités qui sont présentes dans TypeScript et qui ne sont pas encore bien avancées, en tout cas au niveau d'ECMAScript, si ce n'est pas déjà intégré. Maintenant, pour les notions d'influence, je ne saurais pas dire lequel influence plus l'autre, mais une chose est sûre, c'est que les équipes de TypeScript contribuent beaucoup au TC39. Donc le TC39, juste pour rappeler, c'est le comité qui se charge d'ECMAScript, qui font avancer les sujets. Voilà, les propositions, ils sont étudiées, elles sont intégrées au fur et à mesure au langage. Et juste pour terminer, dans le processus de validation de nouvelles fonctionnalités dans le TC39, il y a aussi un élément qui est important, c'est avoir un prototype qui marche. Et du coup, TypeScript, ça tombe à point nommé, parce que du coup, si on arrive à le faire dans TypeScript, ça veut dire qu'on a un prototype qui marche. Et donc, du coup, ça, c'est par contre assez intéressant de voir un peu cette gestuelle-là. Tu as parlé un petit peu de chaînage optionnel, et ça m'intéresse parce qu'effectivement, j'ai écrit un article en français sur le chaînage optionnel. Donc, je peux vous inviter à taper JavaScript chaînage optionnel sur Google, et vous retrouverez mon article en 2 et en 3. Donc, n'hésitez pas à aller voir et faire des retours. Et j'aimerais vous faire part d'une anecdote. J'ai participé à une formation sur JavaScript en 2016, au sens ES5. Donc connaître un petit peu comment on fait du prototypage, comment on fait de l'héritage, comment on peut faire des systèmes de classes alors qu'il n'y en a pas. Et en fait, j'ai posé une question à la fin au formateur, parce qu'à l'époque, ES6 était sorti, TypeScript aussi était sorti. Il était sorti même depuis déjà un certain temps, mais il y avait eu un essor en fait. Et moi, j'ai posé la question de pourquoi dans cette formation, on n'a pas vu des
des petits bouts de S6 pour comprendre un petit peu. Notamment, je me posais la question, les const, les lettres à l'époque, parce qu'on parlait de var, le hoisting, les choses comme ça. Et une réponse assez simple finalement du formateur à l'époque. Je ne sais pas si je dois parier sur le S6 ou TypeScript aujourd'hui. Donc sa réponse date de 2016. Et aujourd'hui, on peut voir que énormément de projets se sont soit lancés sur TypeScript, soit ont raccroché les wagons sur TypeScript par la suite. Moi, je dis qu'il faut apprendre les deux. Pour comprendre comment fonctionne TypeScript, apprenez aussi le JavaScript de base. Et ensuite, faites du TypeScript. Vous comprendrez ce que vous faites. En tout cas, dans l'ensemble, vous maîtriserez votre chaîne. Et l'élément aussi qui est important à ce niveau-là, il faut se rendre compte aussi que du coup, TypeScript, même si on aime bien, c'est toujours pas exécutable. Ouais. À part quelques petits contextes comme Deno par exemple, c'est pas exécutable directement. Donc si on veut du code exécutable, il faut faire du JavaScript. Et on sait aussi que dans cette étape de transpilation, suivant ce qu'on est en train de faire, on peut produire plus ou moins de JavaScript. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites de l'ES 2020 ou de l'équivalent ES 2020, mais dans du TypeScript, etc., et qu'après vous transformez ça en ES5, ça peut devenir très, très, très verbeux. Et la verbosité, ça se paye au niveau de la performance. C'est-à-dire que vous avez votre taille de bundle qui augmente, une petite référence encore au podcast d'avant, mais voilà, encore un élément, le bundle qui augmente, et puis aussi l'exécution simplement. C'est-à-dire que on a fait une transformation pour que ça fonctionne en ES5, oui, mais ce code-là, il n'est peut-être pas assez optimisé. Et on sait par exemple que Google, avec son moteur V8, prend soin en tout cas des fonctionnalités qu'ils implémentent, et notamment au niveau de la performance. Et donc, quand ils rajoutent un nouvel élément issu de la norme ECMAScript, l'implémentation n'est pas, et le fonctionnement n'est pas forcément aussi naïf que un polyfill en fait. Et il y a une part importante qui est accordée à la performance, etc. Et je vais reposer la question fatidique, même si on a commencé chacun de notre façon à y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de TypeScript ? Donc, est-ce qu'en 2021, on a besoin de TypeScript ? Je vais commencer par ma réponse, même si j'ai déjà un petit peu répondu. Pour moi, c'est oui. Pourquoi ? Parce que je pense que tout projet sérieux en JavaScript doit être fait en TypeScript. Pour un truc très très simple pour moi, c'est que si aujourd'hui vous codez en JavaScript, vous faites de l'ES7 ou de l'ES8, et que en fait, un jour vous allez devoir migrer votre application sur, ES12, ES13, il y a sans doute des parties de code que vous allez devoir réécrire. Parce que voilà, il y a une nouvelle façon de faire, c'est plus perf, il y a des nouvelles fonctionnalités. Si vous codez votre application en TypeScript, pour pouvoir faire évoluer votre application vers la cible ES12, vous avez juste à changer une ligne. Et derrière, votre application, en fait, elle va être rebuildée, retranspilée dans une nouvelle base de langage. Moi, je vous invite à aller sur TypeScript Playground, vous tapez ça sur Google, ça vous permet de vous montrer dans une fenêtre une exécution assez simple du TypeScript et ce que ça donne en JavaScript. Et je vous invite à faire, par exemple, tout simple, vous créez une classe à gauche en TypeScript, vous mettez la cible en ES5, vous regardez ce que ça produit, donc vous allez voir une fonction qui est auto-exécutée avec un scope, et on va essayer de faire de l'héritage prototypal. Et puis vous changez la cible, vous mettez ES6. Et bien vous allez voir qu'en fait votre code, il ne changera pas en ES6. Les classes sont arrivées. Donc en fait, de coder TypeScript, c'est de prévoir un peu l'évolution en futur, c'est-à-dire que la montée et la perf va être transparente pour vous, parce que vous allez déléguer ça en fait à TypeScript derrière. Et ça, pour moi, pour un projet sérieux, un projet d'entreprise, il n'y a pour moi pas d'équivalent. Non, voilà, on s'affranchit vraiment de cette problématique-là. Voilà, et donc voilà. Donc moi, je prends pleinement position sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de TypeScript. Ce sera peut-être pas le cas dans le futur, parce que je dis qu'encore, c'est très important d'apprendre le JavaScript et ce que fait TypeScript. On n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a un concurrent qui explose TypeScript et qu'on passe dessus. Voilà. Moi, maintenant, j'ai pris position. Est-ce que toi, tu vas prendre autant position, Denis ? Je te laisse répondre à cette question. Pour moi, c'est un grand oui aussi. On l'a dit en introduction. Je n'étais pas rebuté par les projets qui n'avaient pas de TypeScript, mais à la place, je cherchais à le mettre. Et pourquoi je cherchais à le mettre ? C'est parce que je suis pleinement convaincu. Et c'est un coût, au final, à payer qui est assez faible
pour gagner beaucoup de choses. En fait, TypeScript aussi, ça permet de faire sauter un certain nombre d'inconvénients de JavaScript, et puis même aussi on va le dire, de running gag sur la manière d'utiliser JavaScript, etc. Et puis voilà. Mais dès qu'on voit un peu plus grand, on offre un cadre qui est quand même vraiment confortable. Et aujourd'hui, TypeScript, c'est indétrônable, je pense. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tout plein d'informations dans les descriptions des épisodes à chaque fois, y compris là où nous retrouver. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!